La synthèse de ce que je reçois des états de conscience élargie, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'unité. C'est de comprendre que nous sommes tous la conscience qui s'infuse sous différentes formes et qui se regarde elle-même. Steve Yantis est pour moi un véritable explorateur de la conscience. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son dojo, partageant sans filtre son histoire personnelle et ses prises de conscience. Au cours de cet épisode, nous aborderons le corps comme porte d'entrée vers l'esprit, ses expériences de conscience élargie, comment il a aligné son cœur, sa tête, son corps, et les enseignements que Steve a tirés des psychédéliques. Je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Steve. Bonjour Lily. Ravie d'être avec toi dans ton dojo, dans ton havre de paix en plein cœur de Paris. Dès la porte, moi je suis arrivée dès la porte, il y avait une ambiance magnifique, je pourrais mettre quelques petites photos, il y a des serpents, c'est orné, c'est magnifique. Donc je suis super contente d'enregistrer dans des conditions de paix, on se sent bien. Aujourd'hui, je vais parler avec toi de plusieurs choses, donc de ton parcours, j'aimerais bien savoir qui tu es, d'où tu viens, quelles ont été les épreuves de ta vie, quels ont été tes enseignements, quelles ont été tes épreuves que tu as surmontées, qu'est-ce qui t'a aidé à le faire. L'idée, l'intention, alors je sais pas si on arrivera là au final, mais c'est vraiment savoir, toi, quelle est ta vision et quel est ton ressenti par rapport à l'alignement cœur, corps, tête, et savoir voilà comment tu l'appréhendes en tout cas dans ton quotidien. Mais avant ça, la première question que j'aimerais te poser, c'est de connaître ton contexte familial, de savoir où est-ce que tu as grandi, quel genre d'enfant tu étais, quel était ce contexte au tout début de ta vie, qui était enfant bébé Steve. Tout d'abord, merci de m'accueillir sur ton podcast et ravi de t'accueillir au dojo, dans cet espace. Alors, qui était petit Steve? Ouais. J'ai grandi entre donc la région parisienne, Paris, et le centre de la France. Mon père était pilote, il est à la retraite maintenant, donc évidemment il voyageait beaucoup de par sa fonction. Et pour ça, lui, il était beaucoup du côté de Paris. J'ai grandi, mes parents ne vivaient pas ensemble, donc j'ai passé aussi beaucoup de temps chez mes grands-parents, à la campagne, vraiment dans la région centre de la France, en pleine campagne. Et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Le contexte familial était en tout cas une famille relativement modeste, mais très très proche de la nature et très très enracinée aussi dans la culture. Ouais. Ma mère, elle est à la retraite aussi maintenant, était professeure des écoles, Oui. avec une véritable passion pour la littérature, la poésie, l'art. Mon grand-père était un ancien maroquinier à la retraite, donc vraiment artisan avec de l'or dans les mains. Et ma grand-mère a travaillé avec lui et donc j'ai grandi avec ses grands-parents au contact de la nature. Eux avaient un potager, ils étaient quasiment en autosuffisance et donc ils m'ont transmis cet amour de la nature, du jardin, de la contemplation des plantes, des fleurs. Et à côté de ça, particulièrement ma grand-mère, elle était quelqu'un, disons, de très mystique. Ok, donc il y avait déjà une dimension spirituelle. Ouais, depuis tout petit, hein, cette grand-mère qui me parlait de l'invisible, des dimensions, des êtres galactiques. Ouais. Il y avait vraiment toutes ces ouvertures, tous ces sujets avec une bibliothèque ésotérique assez vaste chez eux, dans lesquelles je plongeais aussi un peu plus tard, hein, quand je commençais à m'intéresser aux livres, à regarder tout cela. Et puis elle pratiquait le Tai Chi Chuan. Donc il y avait aussi cette influence des arts martiaux, en tout cas des arts martiaux internes grâce à ma grand-mère. Et des arts martiaux, je dirais, externes et internes grâce à mon père qui, lui, était pratiquant d'aïkido. Et d'ailleurs, il m'a mis à pratiquer très très jeune le judo d'abord, aux alentours de 4 ans. Et ma mère, à côté de cela, sous l'influence de ma grand-mère, méditait. Donc voilà un peu le contexte, disons, de ma tendre enfance. Parce que beaucoup d'amour, beaucoup d'enfants uniques, mais beaucoup de temps à avoir vraiment un enseignement de qualité, une transmission de qualité avec mon socle familial, aussi bien sur le plan, justement, pour en revenir à ce que tu disais, de l'esprit, du corps que du cœur. Ouais, c'est que tu avais déjà cette dimension intérieure de par la contemplation, la méditation et les arts martiaux que tu as commencé à faire, et à la fois extérieure à travers le corps, parce que le sport, en fait. Exactement. Ouais, tu avais déjà ces deux dimensions. Et est-ce que tu avais des
croyances, en tout cas quand ta grand-mère, par exemple, te partageait toutes ses connaissances, toute cette sagesse ou tout ce qu'elle avait appris, est-ce que pour toi ça a résonné? Est-ce que tu avais certaines convictions? Je sais pas si vous abordiez des sujets tels que la vie après la mort, justement les aides galactiques, etc. Est-ce que pour toi ça sonnait juste? Est-ce que pour toi ça vibrait ou ça te faisait peur? Comment tu appréhendais tout ça? Alors, comme j'ai grandi réellement depuis mes premiers mois auprès de cette grand-mère, qui est maintenant dans les autres mondes, disons, qui est toujours très présente d'ailleurs dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes prières, ça m'a jamais paru être quelque chose d'étrange d'avoir, disons, beaucoup de choses autour de nous que l'on ne voit pas. Ça a été, je pense, toujours très présent et je pense que quand on est enfant, on est d'autant plus sensible à cela avant le conditionnement et le conformisme et l'éducation, quel qu'il soit. Mais je veux dire, on a toujours une sensibilité qui est tellement plus vaste et tellement plus grande, enfant. Donc, c'était plutôt naturel. Et puis, c'est vrai qu'elle passait pour beaucoup, ma grand-mère, comme quelqu'un de marginal, quoi, vraiment à part. Et beaucoup de gens qui étaient très peut-être dans le conformisme et le conditionnement. Voilà, pouvaient la prendre limite pour une folle en fait. Oui. Mais moi, ça m'a toujours beaucoup parlé. Et bien qu'elle était quand même plus proche du catholicisme, moi j'ai pas été forcément plus sensible, même si je me suis beaucoup instruit autour de cette religion aussi petit, mais j'ai pas pris le chemin d'un dogme ou d'une doctrine plus qu'une autre, étant quand même bien plus proche du bouddhisme, je dirais, en termes de philosophie de vie et d'approche de la spiritualité. Mais ça a été très riche de recevoir tout cela et je me souviens qu'enfant, j'ai toujours été fasciné par le ciel. Comme on était dans un petit village, le ciel était quand même très clair et c'était vraiment regarder les étoiles. Je demandais beaucoup à mes parents qu'est-ce qu'il y avait là-haut. Ouais. Donc le regard était déjà porté vers d'autres dimensions, d'autres cieux, disons. Ouais, et est-ce que tu étais déjà dans cette vision de la vie, est-ce que tu avais la croyance que tout était possible? Est-ce que tu avais, tu penses, des prédispositions du coup que peut-être certains n'ont pas quand, par exemple, certains enfants ont des perceptions et qu'on leur dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que le fait que toi, justement, il y ait toute cette ouverture, il y ait toute cette richesse, même peut-être en excès par rapport à d'autres personnes, est-ce que tu penses qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Alors avec le recul, je dirais que la moindre des choses, avec tout l'amour que j'ai reçu, évidemment comme toutes les familles, il y a des traumas, il y a des névroses, il y a des choses qui se transmettent parmi les générations et les lignées. Rien n'est tout rose et rien n'est complètement apaisé, hein, loin de là, mais tout de même, j'ai reçu tellement d'amour, tellement de bienveillance dans mon enfance que la moindre des choses pour moi, c'est tâcher de me comporter tel que je le fais aujourd'hui, de rendre grâce, de faire circuler tout ce que j'ai reçu le plus possible dans toutes mes activités. Donc ça, je dirais que c'est vraiment des graines qui ont été plantées dès la genèse de mon cheminement. Mais entre-temps, il y a eu une période beaucoup plus chaotique. C'est-à-dire que toute la période de l'adolescence, il y a eu un profond rejet de ma part de tout ce qui était éducation, en tout cas éducation nationale, particulièrement la scolarité, ça n'a pas du tout fonctionné. Ouais. Un gros problème avec l'autorité et puis des environnements aussi qui ont parfois été assez intenses. Donc c'est comme si il y a eu un vrai moment où j'ai dû me perdre aussi, qui correspond complètement au moment de l'adolescence, où je suis allé beaucoup plus loin dans la violence, même vis-à-vis de moi-même, hein, mentalement, au niveau interne, au niveau de l'incompréhension de ce que je pouvais être, etc. Donc il y a une vraie période chaotique, mais après, ces graines plantées de l'enfance ont commencé à porter leurs fruits. La fin de l'adolescence, ça a été même comme une période où il y a eu un vrai éveil sur ce à quoi j'allais dédier ma vie et ce que j'allais décider de faire, quel était le chemin que j'allais emprunter. En fait, t'as eu la chance d'avoir eu beaucoup d'amour dans ta jeunesse, d'avoir plein de belles graines finalement. Mais en grandissant, tu t'es posé des questions un petit peu existentielles par rapport à qui tu étais et qu'est-ce que tu faisais dans ce monde. Et t'étais confronté peut-être à des choses qui résonnaient pas avec toi. Et ça a été vraiment une période où t'as remis beaucoup de choses en question et t'as décidé ce que tu gardais de ce que tu gardais pas. Il y a eu ça. Je pense qu'il y a même un moment où, comme beaucoup d'êtres, beaucoup de personnes,
On a tous des sensibilités qui sont finalement assez développées. Et je pense que la mienne était assez forte. Et toute cette période de l'adolescence et la jeune adolescence, les émotions, le rapport aux autres, j'avais l'impression d'être emporté dans un tourbillon. Voilà, l'intensité de mes émotions était telle que quelque part, par mécanisme de protection, par mécanisme de survie, surtout qu'à cette époque, en fait, je vivais avec ma mère qui était prof dans des quartiers difficiles, et je m'inventais en fait une image un personnage de petit dur, quoi, de petit caïd pour protéger cette sensibilité, en tout cas pour essayer de la canaliser dans quelque chose qui aux yeux du monde, de cette jeunesse qui est pas toujours tendre comme on le sait, me permettait entre guillemets de survivre. Donc c'était la bagarre, c'était jouer au petit dur, c'était en faire toujours plus pour prouver que tu pouvais être fort. Voilà, fort entre guillemets. Et il y avait quand même le sport qui m'a toujours, et les arts martiaux qui m'ont toujours permis de garder quand même une ligne, c'est-à-dire que j'ai sombré entre guillemets dans la petite délinquance quelques années. Il y a un véritable échec scolaire et un véritable rejet de l'autorité. J'ai été viré de plusieurs écoles, collèges. J'ai essayé les internats, les collèges publics, le privé. Enfin, il y a rien qui a fonctionné. Donc il y a eu vraiment un rejet total. Mais malgré tout, j'avais quand même cette activité derrière avec les arts martiaux, avec le sport, avec la compétition qui m'a quand même maintenu dans quelque chose où j'ai jamais trop vrillé. Ça a été un peu le fil d'Ariane, quoi, qui m'a permis de survivre. Aujourd'hui, tu expliques ça que c'est grâce à tes émotions qui étaient très intenses. Et à ce moment-là, tu t'étais un peu déboussolé par ça. Ça te débordait, en fait. Tu savais pas comment. Ouais, c'est ça. C'est pour en revenir à ces émotions. C'était comme avoir beaucoup de mal à comprendre ce monde, avoir beaucoup de mal à me positionner dans ce monde, d'autant plus par rapport au contexte de certains quartiers où c'est difficile d'ouvrir son cœur, c'est difficile de se mettre à nu dans sa sensibilité, dans sa vulnérabilité au sens évidemment noble du terme. Donc j'avais trouvé que ce chemin de jouer au petit dur, mais avec le recul, évidemment, j'ai beaucoup de reconnaissance de m'être perdu en ayant découvert évidemment plus tard le stoïcisme ou différentes philosophies où l'obstacle, comme disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Pour moi, cette période de chaos, elle a été indispensable. Les moments de conflit, même si ça a été difficile, par exemple, j'ai eu un beau-père qui est toujours là et quelqu'un de fantastique, mais ça a été, avec lui, c'est pareil, ça a été vraiment une confrontation permanente aussi dans le cadre familial, chez moi. C'était vraiment, on en venait même aux mains, quoi. Donc il y a eu une période où j'ai dû me perdre complètement, m'interroger, m'inventer des personnalités, donc finalement questionner presque ce qu'était l'ego, au sens qu'est-ce que j'allais construire comme personnalité. Et j'ai testé une personnalité ou des personnalités chaotiques, brutales, complètement déséquilibrées, mais qui m'ont permis justement de trouver après que ce n'était pas ça, que je passais vraiment à côté de ma vie et de la vie, et que je n'étais finalement qu'en souffrance. Enfin, c'était vraiment une espèce de souffrance psychologique et un rejet de la vie qui a duré quand même quelques années. Oui, et après, tu as fait un pas de côté et tu t'es aperçu que la personnalité, c'était ce que tu étais au fond, et du coup, c'est là où peut-être tu es allé plus à l'intérieur de toi, j'imagine. Alors, il y a eu un véritable moment de déclic. C'était aux alentours de 17 ans. Donc, étant déscolarisé, j'avais entrepris une voie dans les métiers du bâtiment. Ouais. Et j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour tous les bâtisseurs, parce que c'est vraiment des environnements aussi difficiles. Et donc, après un an, une bonne année, 1 an et demi, avoir travaillé sur les chantiers en alternance, voilà. Donc, je me suis un jour regardé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et ça a été comme un éclair dans ma conscience, une espèce vraiment un moment d'insight très profond, presque d'éveil, en me disant là, tu es en train de passer à côté de ta vie, tu es en train de passer à côté de ce que tu es profondément, de ce que j'allais comprendre plus tard être une mission de vie, en tout cas une mission que j'allais choisir de vivre. Et ça a été très clair que je quittais tout cela
définitivement et que j'allais m'inscrire dans la transmission. J'allais commencer à étudier pour devenir, à l'époque, c'était vraiment surtout par rapport au sport, par rapport à l'entraînement, par rapport à la préparation physique. Donc là, j'étais encore en province chez ma mère à ce moment-là et mon beau-père. Et j'ai appelé mon père qui, lui non plus, ne croyait plus du tout en moi. Et je lui ai demandé une dernière chance pour venir à Paris et étudier, rentrer dans ses études de préparation physique, d'entraîneur sportif. Et lui m'a dit une dernière chance parce que vraiment, il me supportait plus non plus. Il y avait de quoi. Ouais. Et là, ça a été une transition totale. À partir du moment où j'avais décidé, donc ça s'est aligné avec le cœur ou l'âme. Ouais. Ça a été beaucoup plus fluide. Il y a eu un basculement. Et il y a quelque temps, tu as parlé de cette notion qui me touche beaucoup et que j'aimerais avoir ton ressenti ou ton vécu là-dessus par rapport à l'ouverture du cœur, en fait. Mm-hmm. Pour toi, qu'est-ce que c'est ouvrir son cœur? Et est-ce que ça, pour toi, c'est l'événement où, en fait, tu as ouvert ton cœur à qui tu es profondément, où tu t'es dit, en fait, là, je vis pas la vie que je mène et d'un côté, c'est pas de l'amour propre que j'ai envers moi de continuer à avancer dans quelque chose qui ne me fait pas vibrer? Mm-hmm. Je dirais qu'en tout cas, c'est vraiment la conscience qui serait le mot. Le mot n'est pas la chose, mais la conscience qui serait le terme majeur que j'emploierais. Conscience au sens où ce qu'on peut appeler le divin, la source, peu importe les mots. Je ferai attention évidemment au mot Dieu parce qu'il est chargé de plein de choses de par les dogmes. Mais ce champ de conscience unifié que nous partageons tous, ce champ unique auquel nous pouvons avoir accès, parce que le corps, l'esprit, le cerveau est comme une antenne, eh bien, je dirais que dans ces phases-là, dans ces moments-là, il y a une véritable réception qui passe certainement par le cerveau également, en tant que récepteur. Mais pour revenir au cœur, il y a vraiment ce dialogue et cette intrication totale, cette correspondance totale entre le cerveau et le cœur. Et peut-être qu'à partir du moment où ces informations vont descendre jusqu'au niveau du cœur, jusqu'à cette conscience pure, à cette capacité de le ressentir et d'être dans ce champ que l'on pourrait appeler ce champ de l'amour, connexion avec le tout, avec l'univers, qui semble relativement, enfin même beaucoup plus juste lorsque c'est le cœur qui se connecte et qui tâche de ressentir profondément. Bien, je pense que dans ces moments de vie, quand il y a cet alignement-là, il y a une grande justesse. Et à cette période-là, il y avait pour moi aucun doute parce que c'était peut-être la première fois où je ne restais pas bloqué dans le mental en tâchant de reproduire finalement ce qu'on voit beaucoup autour de nous dans cette société, c'est-à-dire s'inventer une vie quelque part, s'inventer un personnage de manière inconsciente, le construire au fil des expériences de vie, au fil des mémoires, au fil des déceptions ou des moments de joie qu'on va rechercher à reproduire quelque part. Bien là, pour la première fois dans ma vie, il y avait une ouverture, donc comme une réception de conscience, où le cœur, ou en tout cas cette partie-là du corps-esprit, était complètement alignée et il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait faire ça. C'était plus fort que moi, c'était bien plus grand que moi. J'étais prêt. C'était passé par le chaos. Et c'était la condition comme le terreau fertile pour renaître. Le chaos avait été expérimenté. Maintenant, on allait pouvoir expérimenter la prise de conscience. Et qu'est-ce que tu voudrais partager aux personnes justement qui nous écoutent et qui sont en cette période de chaos? Parce que toi, du coup, de ce que je comprends, c'est que tu étais en période de chaos et d'un coup, t'as eu un message, t'as eu quelque chose qui était très juste et qui t'a donné vraiment une direction. Pour ces personnes-là qui n'ont pas eu le message, est-ce qu'il y a des choses peut-être qu'elles peuvent mettre en place pour l'avoir, en fait, ce message, avoir leur réponse? Évidemment, on a tous des cheminements différents, mais on a tous aussi tellement de choses en commun. Hein. Et c'est ça la beauté de l'humanité. C'est toute la différence et en même temps tout ce qui nous unit et nous rassemble. À partir du moment où on prend le temps d'observer au fond de soi, de vraiment plonger en soi, au plus profond de soi, et de pas rester à l'étage de ce qu'on nous a dit de faire ou de ce que la société nous a dicté de faire, des voies toutes tracées qu'on a dû emprunter, de même ce que la famille aurait pu ou les cercles proches auraient pu nous mettre dans la tête que c'était ça pour nous, mais qu'on n'est pas heureux. À partir du moment où il y a un sentiment de passer à côté, on sent qu'on accumule du regret, de la frustration, que la joie n'est pas là, c'est que quelque part on n'est pas sur notre chemin.
Donc, de prendre le temps de sonder son cœur, de sonder son âme, ça peut paraître abstrait, mais en même temps, on comprend quasiment tout ce que ça veut dire. De vraiment ressentir qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette vie, qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce qui me fait aimer la vie, qu'est-ce que je veux faire dans ce passage éphémère, il y a peu de temps. Donc déjà, de se connecter à ça et de commencer à observer les signes, parce que finalement, on a tellement de signes autour de nous au quotidien. On est toujours à peu près confronté à des épreuves similaires. On se reprend toujours à peu près les mêmes murs en pleine face, tant qu'on n'a pas compris en fait ces messages de la vie. Et ça me fait juste penser à ce que un de mes mentors, de qui j'apprends, qui s'appelle Raoul Barty, un grand guérisseur, que j'ai rencontré il y a peu de temps, mais de qui je continue d'apprendre. Qui lui accompagne beaucoup les fins de vie. Il est basé au Népal, et il m'a dit que, et c'est pas un scoop, mais que quels que soient les pays dans le monde, quelles que soient les personnes, au moment de la mort, il y a ces deux grands regrets. Le premier grand regret, c'est je n'ai pas fait ce que je voulais réellement dans ma vie. Je n'ai pas fait ce que j'aimais vraiment. Et le second grand regret, c'est je n'ai pas passé assez de temps avec les gens, avec les êtres que j'aime. Et ça, c'est les deux grands regrets, et c'est partout sur Terre. Donc, je pense que si on se connecte simplement à ça, il y a un appel. Si on se projette, on se dit, si là, je continue dans cette trajectoire et que là, je suis au crépuscule de ma vie, c'est la fin. Est-ce que vraiment j'ai fait ce que j'aimais? Est-ce que vraiment j'ai dédié du temps à passer avec les gens que j'aime? Donc, pour toi, c'est remettre déjà de la lenteur, j'ai l'impression, et revenir à l'intérieur de soi. Je sais que le mouvement est aussi très présent dans ta vie. Donc, est-ce que pour toi, ça peut être aussi ce mélange des deux, à la fois de prendre du temps pour soi au calme, presque à méditer, à rien faire et juste se connecter à son cœur et essayer de voir ce qui émerge et ce qu'on ressent, et à la fois mettre ce mouvement pour faire circuler l'énergie, en fait? Alors, évidemment, une fois que on a pris conscience, je dirais qu'une fois qu'on a commencé à contacter cette voix de l'âme, VOIE, VOX, ce pourquoi on est venu sur Terre, ce pourquoi on serait venu s'incarner, parce qu'on a tous, j'en suis persuadé, évidemment un rôle à jouer sur cette planète, dans cette vie, dans cette dimension. C'est un grand mystère de pourquoi est-ce qu'on est aussi parfois dans une inégalité de nos consciences, de la manière avec laquelle on commence la vie. Il y a des gens qui commencent avec vraiment tellement de difficultés, tellement de complexité, et d'autres pas du tout. Mais dans la grande perfection et dans le grand mystère de ce qu'est l'univers et la vie et la conscience qui s'incarne et qui s'infuse par une multitude de forces, une fois qu'on a réussi à contacter ce pourquoi, cette voix intérieure, ce message, cette impulsion qui peut nous diriger dans nos vies et faire que finalement on va venir faire ce pourquoi on est venu s'incarner, à partir de là, effectivement, il y a une multitude de possibilités pour se mettre en action, se mettre en mouvement et embrasser sa responsabilité et son chemin. Et de là, évidemment, on pourra parler de différentes voies que j'emprunte toujours, et que maintenant, depuis quand même pas mal d'années, ça commence à faire quelques années en tout cas, je tâche de transmettre. Évidemment, il y a le mouvement sous différentes formes, le mouvement de la conscience, la méditation, les arts martiaux, la danse, les arts, la respiration, l'exercice physique. Il y a une multitude de manières de mettre en action et en expansion l'entité que nous sommes, de corps, de cœur et d'esprit. Ce qui fait l'humain dans toutes ses dimensions. J'aimerais d'ailleurs un petit peu parler de toi, des nombreuses pratiques que tu as pu faire et de qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as appris, quels sont les enseignements que tu as tirés de ces pratiques. Mais avant, il y a une question que je voulais te poser pour revenir sur toi, sur ta vie et ton parcours. C'était par rapport à une des plus grosses épreuves peut-être que tu as pu traverser. Si t'es OK pour nous la partager et nous dire ce que t'en as appris, parce que j'ai écouté certains contenus que t'avais proposés et que tu disais l'épreuve elle peut être très 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 dure, mais le soleil se lève toujours après, donc il y a un enseignement, il y a toujours un cadeau derrière. Donc j'imagine que toi t'en as fait l'expérience, donc j'aurais bien aimé pouvoir incarner justement ce bel exemple que t'as partagé, si voilà dans ton parcours t'as une histoire comme ça qui t'est arrivée. Eh bien, comme tout le monde, on a une multitude d'épreuves, on a une multitude de choses on traverse beaucoup de choses dans toutes les complexités de la vie. Là, très spontanément, une des épreuves qui m'a marqué, et je dirais qui m'a aussi permis d'emprunter un cheminement qui est allé de plus en plus vers
l'accompagnement, mais au sens global, c'est-à-dire pas juste sur le plan physique. C'est-à-dire que j'ai commencé à entraîner, à transmettre d'abord au niveau du corps, parce que j'avais encore beaucoup de chemin à faire au niveau de l'esprit aux alentours de 17-18 ans. Donc j'étais en alternance, je faisais mes études, notamment à l'INSEP de préparation physique, et je commençais à entraîner, à accompagner particulièrement dans le coaching personnel, le personal training. Et donc j'entraînais dans un milieu, je me retrouve à Paris, et j'entraînais dans un milieu très, disons, privilégié, très aisé, mais qui était ultra intéressant parce que beaucoup de créatifs, beaucoup d'artistes, beaucoup de grands dirigeants d'entreprise, différentes personnalités dans différents domaines de la créativité. Et donc ça a été une période ultra enrichissante pour moi parce qu'au contact de plein de personnes qui m'ont aussi ouvert sur plein de domaines de culture, etc., mais qui étaient aussi confrontés, et comme tellement d'entre nous aujourd'hui, à des vrais sujets de troubles mentaux, de mal-être, de dépression, etc. Et en fait, j'ai 2 de mes élèves à des périodes pas si éloignées l'une de l'autre qui ont mis fin à leur jour. Et c'était quand je dis élèves, c'est des gens donc, que j'entraînais, mais dont j'étais très proche. Les 2 étaient devenus des amis. Il y a d'ailleurs des personnes que j'entraîne toujours aujourd'hui, dont je m'occupe. Je dis j'entraîne, mais c'est au-delà du corps, bien sûr, aujourd'hui, dont l'accompagnement, ça fait 15 ans. Donc, je veux dire qu'il y a des liens très, très forts qui se nouent. On rentre dans un tel niveau de proximité, d'intimité pour cheminer ensemble. Et donc, ces 2 personnes étaient réellement devenues des amis. Et notamment une de ces 2 personnes qui s'est donc suicidée, et personne ne l'avait vu venir. Il a laissé une famille derrière lui. C'est vrai que à ce moment où il a décidé de mettre fin à ses jours, je le voyais plus déjà depuis quelques bonnes semaines. Il avait vraiment pris beaucoup de distance, mais comme beaucoup de personnes dépressives, je sais pas, il y a l'image de Robin Williams qui me vient à l'esprit, du sourire. Il y a le sourire, on n'imaginerait pas en fait. Et ça m'a tellement ébranlé profondément en fait après de remonter un peu le cheminement de sa souffrance interne, de prendre le temps de me rappeler en fait de tous les signes et de voir tout ce qui n'allait pas jusqu'au point de s'auto-détruire, de mettre fin à ce corps physique, de se tuer, et de voir en plus toute la souffrance que ça générait parmi les proches. Moi, ça a été vraiment un grand switch où je me suis dit, je ne peux plus uniquement être aux côtés de certaines personnes qu'au niveau du corps. Toute la partie psychique, la partie de la conscience, de l'esprit, on doit, si on veut être aux côtés de personnes pour leur bien-être, pour leur permettre de se développer et de simplement aller bien, il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense que c'est là où ça a été une transformation majeure pour moi. Je suis allé beaucoup plus profondément dans l'étude de la conscience, dans la méditation, dans les états de conscience modifiés, travailler auprès de mentors qui allaient beaucoup plus sur cette partie conscience, esprit. Oui. Et c'est là que j'ai commencé à l'intégrer et à me transformer moi pour être beaucoup plus au service finalement de cette partie-là, qui est celle de l'esprit. Ouais, cette épreuve, en fait, ça a été vraiment un gap pour toi de dire, OK, là, faut que je prenne vraiment l'humain dans tout ce qu'il est, de son être, en fait, et t'as commencé à aller vers beaucoup plus la connaissance de la conscience, développer la conscience. T'as parlé de mentors, du coup, à ce moment-là. Quelles ont été les personnes, peut-être, qui ont été placées sur ton chemin et qui, à ce moment-là, peut-être, t'ont aidé? Quelles ont été les prises de conscience aussi que t'as eues? Parce que j'imagine que t'en as dû avoir plein. J'imagine des portes qui se sont ouvertes au fur et à mesure dans ton esprit. Quelles ont été, du coup, après ça, les premières choses, les premières ouvertures de conscience que tu as pu avoir, et comment tu les as atteintes? Alors, c'est effectivement d'être de plus en plus confronté au mal-être, à la mort. Parce que là, je te parle de ça, c'était aux alentours de mes 20 ans, 22 ans. Donc, tu commences aussi à avoir de plus en plus... tu vois, on sort un peu de cette période d'insouciance, etc. Et d'être confronté à ce monde très matériel, très rapide, très capitaliste et superficiel à bien des aspects. Forcément, tu vois tout ce mal-être omniprésent et ça a été en fait des prises de conscience un peu perpétuelles et surtout la prise de conscience que l'état du monde tel qu'il est, on en est tous responsables. Le mal-être ambiant, on en est tous responsables. On n'est pas extérieur à cette équation.
Donc, je pense que j'ai aussi réalisé à ce moment-là que si je voulais influer sur le monde à mon humble niveau et transformer cet atome du monde, cette micro-partie du monde que je constitue, je devais me transformer moi en profondeur pour pouvoir ensuite le rayonner autour de moi. Et effectivement, il y a eu plusieurs mentors, mais c'est presque pas comme des mentors, comme si j'avais eu vraiment un maître particulier. Ça a été déjà plusieurs personnes qui m'ont inspiré et ça a été aussi des mentors indirects au sens de lecture, au sens d'étude. À cette période, je me suis vraiment plongé profondément dans la lecture de certaines philosophies. On parlait du stoïcisme tout à l'heure. Justement, le stoïcisme, le taoïsme. Je me suis beaucoup intéressé au bouddhisme et j'allais fréquenter aussi des cercles bouddhistes, aussi par la chance de tout ce que l'on peut faire à Paris. Il y a un temple zen à Tolbiac, il y a un dojo zen, je veux dire. Il y a différents endroits où on peut aller méditer, recevoir des enseignements, notamment en bouddhisme tibétain, vipassana. Et j'ai vraiment commencé à me plonger profondément parce que le bouddhisme, comme d'autres philosophies, s'intéresse tout particulièrement à ce qu'on appelle la souffrance et la conscience. Et pour moi, ça a été vraiment ça mon spectre d'études à partir de ce moment-là. C'était la conscience et ces enseignements, ces sagesses anciennes qui nous parviennent depuis des millénaires. Tu t'es vraiment dit, si je veux changer ce monde, il faut que je commence par moi. Complètement. Un peu ce mantra que j'adore sur le changement que tu veux avoir dans le monde. Et plusieurs fois, j'ai pu voir que tu es allé te confronter à la difficulté, que c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Et à la fois, tu as cette sensibilité dont tu parlais au début. Pour toi, comment est-ce que tu as réussi à équilibrer justement ces difficultés? Donc, quand on est dans la difficulté, on est dans le dur, on est dans peu ce côté yang, dans la hargne, qui n'est pas, qui ressemble pas à la sensibilité. Comment t'as réussi à équilibrer ces deux côtés chez toi? Toujours de part, et j'ai tellement de gratitude pour les rencontres de la vie. Il y a eu beaucoup de transformations, comme tout le monde, mais grâce aux rencontres, je pense que j'avais cet instinct depuis jeune de sentir avec quelle personne, de qui est-ce que je voulais m'entourer. Je pense que à partir du moment où j'ai eu un entourage tellement chaotique durant mon adolescence, ça a été tellement d'enseignement de se dire que l'entourage était si important que j'allais choisir les êtres avec qui j'allais cheminer dans toutes mes relations. Et donc, à cette époque, toujours aux alentours de la vingtaine, j'ai commencé vraiment à rencontrer des personnes fantastiques, notamment dans les milieux créatifs, les milieux artistiques, avec tout ce que ça peut amener comme discussion, comme échange au niveau intellectuel, philosophique et spirituel. Et je pense que très jeune, j'ai eu d'ailleurs un de mes qui est toujours aujourd'hui quelqu'un dont je suis très très proche, comme un grand frère de cœur, qui m'a très rapidement permis de comprendre comment embrasser ma sensibilité et comment embrasser ma féminité. On a tous le masculin et le féminin en nous, le yin, le yang, et ça a été une grande ouverture. Je me cachais derrière aussi beaucoup de muscles sans comprendre pourquoi je le faisais, mais en fait c'est parce que je cachais beaucoup de choses, tout ce que j'avais je m'étais construit aussi comme une espèce d'armure de muscles qui m'a aussi évidemment servi pour l'entraînement, la compétition, les arts martiaux, etc. Mais il y avait quand même un peu, je me barricade derrière cette image-là. Et finalement, à partir du moment où j'ai laissé remonter cette force, cette très grande force qu'est la sensibilité, ça a ouvert énormément de choses. Et d'embrasser tout ce que tu es en tant qu'être, un homme qui embrasse sa féminité, comme une femme qui embrasse sa masculinité, là, on revient un peu plus vers cet équilibre fondamental et on peut reconnecter justement avec des compréhensions comme le taoïsme l'évoque ou l'hermétisme. On a tous ces deux pôles en nous. Donc ça a été une véritable transition. Et pour en revenir à la partie confrontation, le goût de l'effort a toujours été là, en revanche. J'aime le dépassement, j'aime la transcendance. J'ai fait donc beaucoup d'arts martiaux depuis jeune et beaucoup d'entraînement physique. Et la voie de l'effort, elle a toujours été présente. Donc, je pense que ce goût-là m'a toujours permis d'aller explorer, d'aller vraiment plus loin et de le transposer de la dimension au début très physique, compétition, voire combat avec les arts martiaux, etc., le transposer à la dimension de l'esprit, la confrontation mentale, intellectuelle, au sens vraiment développer de l'investigation beaucoup plus poussée sur certains concepts et voire même philosophiques et voire même spirituels, de vraiment se confronter à des longues périodes de silence, de retraite, de jeûne, aller dans des temples. Et donc ce goût du dépassement, en fait, ne m'a jamais quitté et m'anime encore aujourd'hui. C'est le goût de l'expérience aussi, en fait. Clairement.
de ressentir, ouais, de la vie. Le goût de l'éphémère. Ouais. Et t'as dit quelque chose de très bon. Donc, tu t'es ouvert à cette puissance qui est la sensibilité et qui est plutôt donc yin et féminin. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire ça? Est-ce que t'as senti un moment, est-ce qu'il y a eu un jour où vraiment t'as senti toute cette puissance, en fait, qui était la féminité, la sensibilité? Ça s'est fait assez progressivement, mais en même temps relativement vite, je dirais, parce que si je dois l'imager, il y avait vraiment un ressenti interne presque énergétique dans le fait d'embrasser tout ce que tu es. C'est-à-dire que je sentais que mes émotions s'équilibraient, que ma compréhension, la connaissance de moi, la connaissance du soi s'équilibrait, s'approfondissait, que la compréhension de certaines doctrines ou certains enseignements, justement comme le taoïsme avec l'esprit yin-yang, et finalement qui renouait avec ce que ma grand-mère m'avait transmis grâce au tai chi, eh bien en fait, je commençais à l'expérimenter aussi bien intérieurement dans mon rapport aux autres que physiquement dans mon rapport à l'entraînement et au corps, que émotionnellement et dans tout le tissu relationnel. Donc, comme rien n'est séparé, je voyais plus vraiment de différence entre le physique, le mental, le professionnel, le personnel. Je sentais qu'il y avait une voie du milieu, une justesse, et qu'à partir du moment où toi, tu t'alignais et que tu développais ce ressenti profond, que tu développais cette lecture, je dirais, de l'invisible, mais auquel on a évidemment tous accès à partir du moment où on se penche et on sait observer les choses. La méditation m'a profondément aidé aussi à connecter avec ce sentir plutôt que ce savoir très intellectuel, à redescendre dans le corps. Et bien ça n'a fait que s'accentuer et s'équilibrer. Alors évidemment, il y a des moments où dans la vie on repasse par des zones plus chaotiques, plus difficiles, on s'éloigne un peu plus de ce juste milieu. Et puis grâce encore une fois à ces épreuves, on renaît de nouveau dans une nouvelle période de nos vies avec une nouvelle conscience, et on retrouve toujours un peu les mêmes grands principes de retrouver un équilibre dans toutes ces polarités. Oui, dans ce que je perçois, c'est que dans tes pratiques, c'est très équilibré. Finalement, c'est un peu un art de vivre, en fait, de développer justement cet aspect extérieur, donc physique, et dans la dépense et dans l'action, et à la fois ce calme, en fait, et du coup, accepter de ressentir, juste d'être, en fait. Mais complètement. Art de vivre, j'aime beaucoup que tu le soulignes, que tu le mentionnes. Je pense que c'est vraiment cela. Et ça a été beaucoup les arts martiaux, en fait, à l'origine. Ayant commencé les arts martiaux très jeune, il y a eu un vrai rejet de l'école, comme je te disais, de tout ce qui était très conforme et éducation. Non pas que je pense que c'est pas bien. C'est vraiment mon cheminement, ma perception. J'étais pas fait pour entrer dans le moule. Ça, c'est clair. Mais ce que les arts martiaux m'avaient transmis depuis jeune, le respect du tatami, du dojo, saluer le goût de la confrontation, on va se confronter même physiquement, mais derrière ça implique beaucoup de respect, les vertus au sens de l'ordre, toutes ces choses-là en fait elles ont ressurgi plus tard, et je pense que c'est là où ma pratique elle est devenue beaucoup plus holistique, et donc par la suite ma transmission, j'ai reconnecté avec des voies intégrales telles qu'étaient certains arts martiaux à l'origine, ou le yoga, dans l'enseignement intégral, dans la transmission, et finalement l'art de vivre. Et ça m'est apparu en fait comme étant évident. Au bout d'un moment, je pouvais plus séparer la manière d'interagir avec la nature, ta manière de manger, ta manière de dormir, ta manière de communiquer, la nourriture physique, mais aussi la nourriture psychique, ce que tu vas lire, ce que tu vas regarder, les discussions, encore une fois les cercles sociaux, ce que tu vas faire dans tes pratiques, quel type de mouvement, quel type de renforcement. En fait, tout ça, j'ai commencé à y voir des liens plutôt que de la fragmentation, à le développer, à l'intégrer et puis à le transmettre finalement. Ouais, à mettre justement cette conscience partout, et ça me fait penser, c'est comme le kung-fu en fait. C'est exactement ça. C'est le kung-fu. La traduction, c'est presque un art de vivre en fait. C'est complètement ça. On peut cuisiner kung-fu en fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Exactement. Le yoga, unir ensemble, il y a plusieurs manières de le dire, mais que ça soit le kung-fu, que ça soit le yoga, ou que ça soit même la méditation au sens être à ce qui est, ou le zen, une chose à la fois. Moi, ça c'est vraiment quelque chose qui dirige mes actes au quotidien. C'est-à-dire que tout ce que tu le fais avec une présence la plus totale possible. C'est ton cœur, ton corps, ton esprit ne sont pas séparés. C'est différents étages, c'est différents plans.
qu'on pourrait intellectuellement voir comme étant différents domaines, presque avec des frontières, mais en fait, non. En fait, tout est un seul et même acte et un seul et même geste qui est finalement le geste de vivre, l'expression même du vivant. Donc, quand tu rentres dans ce kung-fu, toute chose devient une pratique, toute chose devient un art de vivre. Ta manière de cuisiner, ta manière de parler, ta manière d'aimer, ta manière de pratiquer. L'entraînement du corps est quelque chose de profondément spirituel. Tu mets tes atomes, tes cellules, tes tissus, tes organes, tes circuits énergétiques en mouvement pour que ta conscience puisse bien cheminer et s'infuser par ton corps physique et donc rayonner. Parce que comme tu es en interdépendance et que tu es cette part du monde, quand toi tu l'incarnes, tu le rayonnes autour de toi. Et donc si tu fais ce travail-là en conscience, quelque part tu fais, même pas quelque part, oui, tu le fais à ton échelle, ta part du gâteau. Tu embrasses ton rôle qui est, oui, individuel dans ton action et ta responsabilité, mais qui est au service du collectif. Parce que ça fonctionne comme ça. Nous ne sommes qu'un à un certain niveau. Évidemment, nous sommes tous interconnectés. Oui, puis je pense que c'est une super clé aussi que tu viens de partager parce qu'on est dans notre société actuelle, on est sursollicité, on fait 12 000 tâches à la fois, et je pense que retourner dans une chose à la fois et d'être pleinement à ce qu'on fait, je pense que ça peut aider à réguler le système, ça peut aider pour notre concentration, pour retrouver de la clarté, pour se sentir mieux dans notre vie en fait, tout simplement. Et toi, j'imagine que tu le pratiques dans ton quotidien. Est-ce que tu sens que ça te fait du bien en fait d'être dans cet alignement en fait? Alors évidemment, ça fait du bien. Ouais. Évidemment, c'est une grande joie de le faire. Après, j'ai choisi un mode de vie où j'ai créé beaucoup d'espace pour pouvoir le faire. Je dédie vraiment plusieurs heures à mes pratiques, à mes recherches, à mes études quotidiennement. Et à côté de ça, j'ai des élèves qui viennent ici même au dojo, où je donner des stages, des conférences, des retraites, où je prends le temps justement de continuer à aller me former tout le temps, d'aller voir différents mentors. Je parlais de ce fameux Rahul Bharti au Népal ou d'autres personnes. Je veux dire, parce que j'ai fait ce choix-là et ça me passionne et c'est une manière de vivre. Bon, mais dans la vie de tout le monde, il n'y a pas évidemment l'occasion forcément d'avoir toujours autant d'espace. En revanche, et ça je le vois avec toutes les personnes que j'accompagne, on peut toujours trouver un moyen de le faire. On peut toujours amener de la conscience, du mouvement à l'intérieur de sa vie, quelle que soit la structure de vie, qu'on ait des enfants, qu'on soit seul, qu'on soit plus ou moins jeune, qu'on ait même des problèmes physiques ou des problèmes mentaux, c'est pas dissocié d'ailleurs. Il y a toujours une manière de transformer sa manière de vivre. Et il y a toujours moyen d'incorporer même des micro-espaces de pratique consciente, qu'elles soient du corps ou de l'esprit, quotidiennement. Et ça, moi, c'est vraiment ce sur quoi j'insiste lorsqu'on vient me voir en disant comment est-ce que je peux me transformer, comment est-ce que je peux avoir accès à mon potentiel. Eh bien, en fonction du profil de chacun, on trouve des stratégies, on trouve des moyens, mais même une vaisselle peut être une méditation. La manière dont tu vas, ça paraît un peu abstrait de dire ça, mais si on prend le temps de comprendre ce qu'est la méditation, quel que soit ce que tu fais, tu peux rentrer dans un travail de ta conscience, dans un entraînement de ton esprit, dans un entraînement à être 100% à ce que tu fais. Même si tu n'as que 5 minutes en passant d'une activité à l'autre, tu as le temps de faire 2-3 mouvements pour ton corps ou bien une pratique respiratoire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce que je veux dire, c'est que les clés sont entre nos mains. Personne ne peut le faire à notre place. Nous sommes le seul maître à bord de ce navire. Donc, il faut prendre cette responsabilité. Si on veut se transformer, si on veut être heureux, si on veut pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, ne serait-ce que pour les gens que l'on aime, c'est à nous de faire le travail quotidiennement. Ouais, donc c'est une discipline et une hygiène de vie à adopter au fur et à mesure. Et comme tu le dis, pas tout le monde peut débloquer 2 heures de leur temps, mais ça peut commencer très bien par 5 minutes par jour. Et ne serait-ce qu'à la place de scroller sur les réseaux sociaux. Là, on dégage beaucoup de temps. Ouais, c'est clair. Beaucoup trop même. Et pour revenir jusqu'à ce que tu disais, c'est une discipline au sens apprendre. C'est aussi ça la discipline. Et je dirais que c'est surtout une manière de s'aimer. C'est vraiment s'aimer, se faire une déclaration d'amour quotidienne. Je prends soin de moi. Je prends soin de cette merveille de la nature que je suis. Le corps, la conscience humaine, c'est merveilleux. Et je prends le temps de l'honorer. Je me délecte de ces mots. Attends, je regarde juste le temps. Oh là là, j'ai tellement de choses que j'ai envie d'aborder encore.
il y a quelque chose dont je voulais parler avec toi, étant donné que on pourrait te considérer comme un peu un explorateur de la conscience. Je sais pas si tu aimes bien ce terme, mais j'aime ce terme. Voilà, un explorateur de la conscience. Tu as fait de nombreux voyages à travers différentes pratiques. Si on pourra pas tous les aborder malheureusement, en tout cas pas en un seul épisode, mais si tu devais nous partager un voyage que tu as fait, que ce soit avec des psychédéliques, que ce soit avec de la respiration, que ce soit et nous partager un voyage que tu as fait, un message que tu as reçu, donc que ce soit pour toi, que ce soit pour l'humanité, que ce soit des prises de conscience. Voilà, qu'est-ce qui te vient quand je te pose cette question en tant qu'explorateur de la conscience? Alors évidemment, des milliards de choses. Oui, j'imagine. C'est dur d'en isoler une. Je dirais peut-être isoler, comme tu parles du domaine des médecines, des plantes médecines, des médecines psychédéliques. Je dirais que plutôt que de parler d'un voyage en particulier, je pourrais plutôt te parler d'une forme de synthèse de ce que tous ces voyages au cours de toutes ces années m'ont vraiment permis d'apprendre et d'intégrer. Avec et sans psychédélique, j'imagine. Avec et sans psychédélique, parce que il y a eu énormément d'enseignements grâce aux états de conscience élargis, mais je suis pas allé directement là. J'y suis allé progressivement après déjà des années de méditation, des années de pratique, notamment des arts martiaux. Donc, j'ai pris le temps déjà de développer un petit peu ma pratique et ma compréhension du domaine méditatif pour après doucement aller vers les psychédéliques et les plantes médecines. Alors évidemment, il y a eu c'est comme tout, il y a eu des moments plus chaotiques que d'autres, des cérémonies plus brutales et plus difficiles à vivre que d'autres. Mais évidemment, l'élargissement du spectre, la propulsion dans un champ tellement plus vaste, dans ces états de conscience élargis, qui sont donc pratiqués depuis des millénaires, dans toutes les cultures d'ailleurs. Aujourd'hui, on pense beaucoup à l'Amérique du Sud, notamment avec les peuples autochtones et des médecines merveilleuses telles que l'ayahuasca ou d'autres plantes. Mais en Europe, on avait les druides, on avait des chamans, on avait des sages qui, notamment, parlent des champignons. Il y a plein de plantes, même quand on regarde les écrits sacrés, que ce soit la Bible ou d'autres textes, il y a énormément de plantes qui sont dites psychédéliques. L'exemple, je pense à un ami, Stéphane Schillinger, qui parle dans son ouvrage La sagesse interdite de justement toutes ces proto-religions et du rapport aux enseignements reçus par les plantes psychédéliques. Et bien, par exemple, le buisson ardent dans la Bible, si on remonte un petit peu et qu'on tâche de comprendre, on comprend que ça aurait été aussi une forme de plante. Je suis pas sûr de ça, mais je crois que c'était peut-être une forme d'acacia. D'accord. Qui contenait justement des plantes psychédéliques, donc des substances actives psychédéliques, donc ce buisson ardent, cette plante qui fumait, etc. On peut imaginer comme beaucoup d'autres enseignements ont été reçus grâce aux états de conscience élargis. Beaucoup de sages, beaucoup de personnes qu'on pourrait appeler prophètes ont vécu très vraisemblablement des moments d'expérience ou d'expansion de conscience qui étaient aussi probablement liés à l'utilisation de plantes psychédéliques. Donc tout ça pour te dire que, ayant fait ce cheminement aussi auprès de chamans, oui, évidemment, ça a été la pilule rouge de Matrix, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ouvert ces champs de ta conscience, ou une fois que tu as ouvert ta capacité à recevoir ce champ de conscience universel, il n'y a plus de retour en arrière. Il y a des couches de ton être et de ton illusion qui meurent, qui se dissolvent, qui disparaissent et qui laissent beaucoup plus de place à recevoir ce que pourrait être justement la vie. Alors ça reste un mystère et plus on cherche, plus c'est mystérieux. On ne sait pas vraiment. C'est infini. Mais on en revient toujours aux mêmes choses. Tu vois, pour moi, la synthèse de ce que je reçois des états de conscience élargis, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'unité. C'est de comprendre que nous sommes tous la conscience qui s'infuse sous différentes formes et qui se regarde elle-même. Quand je te regarde dans les yeux, quand on se regarde à un certain niveau, on voit Lily, on voit Steve, mais à une autre échelle, c'est la conscience qui se regarde elle-même, qui s'expérimente elle-même sous une multitude et une infinité de formes. Et ça, moi, c'est vraiment ce que je retire de ces moments de conscience élargie, des plantes médecines ou de la méditation. C'est cette unité. Cette unité qui est tout sauf illusoire. Notre véritable nature, et ce qu'on peut appeler l'éveil, c'est reconnaître que nous ne sommes qu'un, reconnaître que nous faisons tous partie d'une seule et même essence. Finalement, les différentes explorations que tu as pu faire t'ont mené à ce constat. C'est pour ça que tu me dis tous ces voyages m'ont mené à ça, en fait. Clairement.
C'est exactement ça. Et je dirais que c'est cette foi qui m'anime au quotidien, cette foi qui n'est pas affiliée à un dogme ou à une croyance, mais beaucoup plus à un ressenti viscéral du cœur, de l'âme, de par l'expérience, de par l'exploration de la conscience et de par tout ce qui nous a été aussi transmis par différentes sagesses. Mais le fait de le vivre soi-même, de l'intégrer, il n'y a plus de retour en arrière. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est je me dois en fait de dédier ma vie et je choisis cette mission de vie d'être un humble vecteur de transmission, d'être un canal par lequel je peux accompagner et peut-être allumer des petites étincelles, comme moi j'ai eu des étincelles, des petits brasiers de conscience qui ont pu être allumés par d'autres ou par mes expériences. Eh bien, c'est ça pour moi, cette mission de vie. C'est juste de permettre à d'autres de le trouver par eux-mêmes, cette ouverture de cœur, et de finalement réaliser que notre essence, elle est beaucoup plus vaste, que nos capacités, elles sont beaucoup plus vastes, et que la capacité d'aimer, c'est le super pouvoir de l'être humain. La capacité de voir ce qui rassemble, de ne faire qu'un avec les êtres, avec les autres, avec les situations. C'est ça le véritable pouvoir. La voie héroïque de tout ce qu'on voit dans les fables, dans les films, dans la science-fiction, on en revient toujours à ça. Cette grande force de l'univers, c'est l'amour. Et donc, on doit être des guerriers pacifiques quelque part. Ouais. Moi, j'aime bien cette image de guerriers pacifiques, de guerriers de lumière au service de l'amour et au service, on l'espère, vers le temps que ça prend. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais on peut y croire avec tout son cœur, toute son âme, arriver vers une forme d'éveil collectif de l'espèce humaine, de la conscience. Peut-être que ça prendra des millénaires, mais à un moment, on devra comprendre que nous sommes la même chose. Nous sommes cette part du divin, nous sommes cette part de Dieu, incarnée sous plein de formes différentes. Et à un moment, on doit arrêter avec la souffrance, on doit arrêter avec la guerre, on doit arrêter avec la division, et on va commencer à pouvoir co-créer ensemble une autre réalité. Ouais. Finalement, ce que tu mets derrière le mot foi, c'est de croire en l'amour. C'est ça? Exactement. Ta foi, c'est que tu crois en l'amour, en la puissance et la force de l'amour. Encore une fois, le mot n'est pas la chose. On dit Dieu est amour. Encore, c'est pareil, ce ne sont que des mots, c'est des métaphores qu'on trouve dans différentes religions, dans différents enseignements, mais c'est juste, pour moi, aussi simple quelque part de se dire que lorsque l'on réalise que nous sommes ce champ de conscience beaucoup plus vaste, évidemment avec à un autre niveau, la beauté de l'individuation, la beauté du fait que chacun soit différent et on a tous notre propre chemin, notre propre tonalité, notre propre couleur. Mais de comprendre que tout cela s'inscrit dans un mouvement commun. Et de là naît une foi de comprendre que mon chemin, ma contribution, en fait, elle sert l'évolution. Et qu'en fait, c'est même quelque chose qui me dépasse, c'est presque la vie qui emprunte son propre mouvement. C'est presque l'évolution, le mouvement de l'univers qui se fait par nous, par les formes de vie et par toutes les différentes formes de conscience. Et une fois que tu contactes ça, que tu réalises ça, tu rentres un peu plus dans un flow, dans un lâcher-prise où tu sens juste que tu es guidé par la direction même de la vie, par le mouvement même de la vie qui tend à aller vers une évolution et une forme de montée en vibration, une forme de prise de conscience justement collective. Et donc ça transforme complètement le cheminement de vie, parce que là on a des vies qui sont faites et calquées sur un système de société, sur un système de civilisation, et ça ne veut pas forcément dire que tout est erroné, mais quand même il y a beaucoup trop de souffrance, il y a beaucoup trop de division, il y a beaucoup trop de destruction aujourd'hui. Et pourtant certains sentent de plus en plus, et depuis des millénaires d'ailleurs, qu'il y a une autre manière de se mettre en harmonie en tant qu'être humain avec le mouvement de l'univers. Et c'est même le principe du yoga. L'idée du yoga, c'était de se mettre en harmonie avec le mouvement même de la vie et le mouvement même de l'univers. Incarner cet art de vivre, être guidé par la foi, à mon sens, c'est ça. C'est comprendre le mouvement de l'univers et le laisser s'infuser à travers soi. Ouais. Je laisse un temps pour vraiment ressentir ce que tu viens de dire. Ça me touche ce que tu dis parce que ça, c'est un message d'espoir en fait, que tu transmets, un message d'amour, et on en a besoin. On a besoin. Ouais. Et du coup, est-ce que
pour toi, tout ce qui nous arrive par amour? Est-ce que même la pire des choses nous arrive par amour? Alors, il y a plusieurs choses, hein. C'est évidemment des sujets très complexes. Pourquoi est-ce que des enfants sont tués aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tellement de personnes souffrent de par le monde et depuis des siècles? Jung disait, dans le chaos réside un ordre supérieur que l'esprit humain ne peut comprendre. Pour ça, on est obligé de l'accepter. Ce qui est, dans toute la division et dans toute la violence dont est capable l'humanité, et même dont est capable d'autres formes de vie à certains niveaux. Je veux dire, évidemment, certains animaux, beaucoup d'animaux ont besoin de chasser, mais c'est complètement différent. Je ne fais pas du tout de parallèle, hein. Évidemment que là, un animal qui chasse, ça n'a rien à voir avec une nation qui rentre en guerre. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de tuer, le fait qu'il y ait de la friction, le fait qu'il y ait du chaos, le fait qu'il y ait de la souffrance, force est de constater que ça fait partie du tout, ça fait partie de l'univers et qu'à un certain niveau qui dépasse notre compréhension, il y a une perfection là-dedans. Ce qu'on appelle l'hormèse ou d'autres courants de pensée qui étudient le mouvement même du vivant, qui évolue de par la friction, qui évolue de par la confrontation, de par le chaos et de par le fait de se mettre hors de la zone de confort, hein, d'un point de vue un peu plus individuel. Lorsque je vais m'entraîner, je me mets dans un état d'inconfort, mais qui me permet d'évoluer. Eh bien, peut-être que le vivant, peut-être que la conscience, peut-être et certainement, doit passer par là. Peut-être que dans le grand mystère de ce qu'est la structure même de l'univers, dans ses différents plans, de ce qu'est la structure même, le mouvement même de la conscience qui passe par cette dimension, ce que nous on expérimente en tant qu'être humain, et ce monde, le fait qu'il y ait des guerres, le fait qu'il y ait tellement de divisions, eh bien c'est pour créer une forme de friction qui en elle-même permet une évolution et un mouvement. Et peut-être une forme d'unité, ou peut-être que d'ailleurs devrait jamais y avoir une unité totale parce que c'est ce qui permet toujours ce mouvement. Mais en tout cas, dans cette grande complexité, on peut quand même tirer, tu vois, cette parallèle de se dire que, évidemment, tout ce que l'on expérimente à un certain niveau, c'est parce que c'est une opportunité de nous élever, une opportunité de nous éveiller. Et là, on en revient encore une fois aux stoïques ou à d'autres philosophies. L'obstacle devient la voie. Donc, le fait de changer sa posture face à l'épreuve, face à la souffrance, se dire, de toute façon, je souffre, de toute façon, je suis confronté à la mort, à la maladie, mais c'est une énorme source d'énergie, c'est une énorme source de potentiel pour m'éveiller. Au lieu d'être réduit à néant, je vais utiliser cette blessure de la vie, cette épreuve de la vie pour m'éveiller, pour m'élever. Après, selon d'autres visions, d'autres perspectives qui rejoignent cela, notamment dans le bouddhisme ou l'hindouisme, on parle de vie, de réincarnation, de venir en fait par plusieurs formes, que l'âme chemine par différentes vies, par différentes formes, parce qu'elle a une somme d'informations à traiter. Disons que pour vraiment le schématiser, selon ses enseignements, chaque âme aurait une somme d'informations à traiter et elle va le traiter par le biais de la vie, de l'incarnation physique. Donc l'âme s'incarne dans un corps. Ce corps, donc cet être humain, est confronté à des épreuves de vie, des complexités de la vie. Et en fait, il va être toujours confronté à peu près aux mêmes choses ou à des choses similaires jusqu'à ce qu'il transmute et qu'il transcende ces épreuves en amour. Et qu'on devrait revenir, donc que l'âme prend une multitude de formes et pour traiter cette somme immense d'informations par le biais de différentes vies. Et qu'au fil des vies, on s'approche de plus en plus de la conscience pure, on s'approche de plus en plus de l'amour en fait, et on a de moins en moins à être confronté à des frictions, de moins en moins à être confronté en fait à la violence, en tout cas en nous-mêmes, parce qu'on a traité ces informations. On est passé des ténèbres à la lumière. C'est extrêmement schématisé, comme je te le dis, mais ça serait aussi peut-être une autre manière d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a tant de complexité, tant de violence à l'échelle du monde, à l'échelle de l'humanité. Eh bien, peut-être parce que l'on doit passer par là pour que le mouvement de la conscience chemine vers un autre état, une conscience supérieure, une conscience beaucoup plus vaste à terme, par cette multitude de frictions au préalable. Ouais, il y a des courants et des croyances aussi qui tendent à dire que si, admettons, dans une vie, on a vécu, je sais pas, la pauvreté, bah, peut-être que dans une autre vie, on a vécu la richesse. Enfin, dans tous les cas, on fait tous l'expérience. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. On parle de planète école. Hein, on dit que la Terre est un lieu où il y a justement énormément de complexité, de difficultés, d'épreuves.
encore une fois, de violence et de division, et ça serait vraiment un lieu très propice pour des âmes, pour s'incarner, justement en vue de s'éveiller et justement de plus forcément avoir besoin de prendre une forme physique humaine pour devenir pur mouvement de conscience. Mais encore une fois, toutes ces choses-là, c'est très difficile de les mettre en mots. On en a des expériences parfois beaucoup plus directes dans des états de conscience élargie, comme la méditation avec les plantes de médecine, quand on reçoit de l'information. Et en fait, sans que ça rentre dans quelque chose d'intellectuel, on reçoit vraiment dans son cœur, dans son instinct profond de se dire « Ok, toute cette complexité, elle me met face à des choses que je dois comprendre à plusieurs niveaux de mon être pour les transmuter en amour, pour les transmuter en quelque chose qui n'est plus fractionné et divisé, mais qui devient uni. » Et là, donc, cette petite bribe de conscience qui passe à travers moi, elle s'harmonise avec le mouvement de conscience général. Ouais. Oui, c'est pour ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Si je veux changer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, si je veux changer le monde, il faut que je me change moi. Et au même titre que ce qui peut se passer à l'extérieur dans le monde, c'est peut-être aussi un indicateur de ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Donc, arrêtons de blâmer un tel et responsabilisons-nous. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut aller dans plusieurs niveaux de complexité. On peut parler de ce que serait l'âme, des différentes vies, des réincarnations, de toutes ces choses-là, mais on peut revenir à des niveaux beaucoup plus matériels et terre à terre, au sens de juste aussi basique que ça. Si tu vas bien, tu le rayonnes autour de toi. Tu participes au monde. Tu participes à la paix dans le monde. Certes, c'est un tout petit niveau, mais si tout le monde agit à ce petit niveau, la transformation est de plus en plus globale. Donc, à toutes les échelles, on retrouve un peu cette même loi de tendre vers la joie, de tendre vers la paix, de tendre avec l'amour, l'harmonie. Eh bien, à ces différents niveaux, ça se répercute. Trop bien. Il y a 1 milliard de sujets que j'aimerais bien aborder encore, mais bon, j'essaie de me cadrer et de me limiter par le temps, donc on arrive petit à petit sur la fin de cet épisode. Je voudrais te demander, tu as partagé qu'il y avait de nombreux livres qui t'avaient aidé, qui t'avaient accompagné, en tout cas tout le long de ton chemin. Est-ce que tu pourrais nous partager certains livres ou certains films? C'est que Matrix a eu aussi une grande influence sur toi, et en tout cas t'as beaucoup inspiré, ou pour toi c'est un film un petit peu initiatique. Donc voilà, est-ce que tu aurais des ressources comme ça à nous partager, que ce soit à travers de la lecture ou toutes sortes d'art en fait. Bien sûr, j'aime beaucoup que tu parles justement de toute forme d'art, parce qu'effectivement la transmission et le côté initiatique, comme tu le dis, ça infuse aussi via les arts évidemment, et depuis des siècles. Alors oui, allons-y, différentes formes, différents formats. Au niveau du cinéma, Matrix, c'est vraiment merveilleux. Ça contient beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses que l'on a abordées là finalement au cours de cette discussion. Donc Matrix, Interstellar aussi, je pense que c'est un film fantastique pour beaucoup de choses, au niveau métaphysique, au niveau de la conscience et encore une fois au niveau de l'amour. Fight Club est très intéressant aussi. D'ailleurs, c'est intéressant, il est sorti la même année que Matrix. Fight Club, il y a beaucoup de choses justement par rapport à la dualité, par rapport à l'esprit, par rapport à l'ego. Donc ça serait vraiment 3 films vraiment très très intéressants à décortiquer, à voir et à revoir pour en percevoir les différentes couches d'interprétation. En termes de lecture, Le Petit Prince, je dirais que assez jeune, fin de l'adolescence, pour moi, il y a eu aussi d'autres lectures dans les romans initiatiques très accessibles, même pour les jeunes. L'Alchimiste de Paulo Coelho, le Manuel des guerriers de lumière, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Bon, ça, c'est des livres qui reviennent souvent, mais ils sont vraiment puissants. Je cite souvent aussi, pour aller plus loin dans les complexités de l'esprit, de la conscience, du fonctionnement de la pensée ou de ce que serait la méditation. Il y a toutes les ouvrages de Krishnamurti, je parle assez souvent de lui, mais parce que pour moi, ça a été vraiment peut-être mon mentor principal. Donc Jiddu Krishnamurti, toute son œuvre, que ce soit ses causeries, ses satsangs, où il y a encore des enregistrements qu'on trouve sur Internet, mais même tous les livres qui ont été extraits de ses enseignements, c'est vraiment très très riche. Donc pas hésiter. Voilà, ça serait déjà il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a quelques bonnes soirées à passer en tout cas. Ouais. La dernière question que j'utilise pour clôturer mes épisodes, c'est pour toi, Steve, c'est quoi une terre happy? Donc une terre heureuse. Une terre heureuse? En résonance avec tout ce que l'on a abordé avant,
une terre heureuse, une terre happy, c'est une terre, donc les habitants, les êtres vivant à la surface de cette terre, qui réalisent qu'ils sont une seule et même entité, qu'ils sont un seul et même fonctionnement, et que la terre est elle-même un être vivant, que nous vivons à la surface de cette terre, que nous faisons partie de cette planète et que nous sommes tous interdépendants. Et ça, on le dit, on ne peut que le redire, à un tel niveau que la joie, le bonheur de cette terre, la happiness de cette terre ne peut fleurir que par la compréhension en fait de notre tissu d'interdépendance. Et par cette respiration commune, ce mouvement commun, eh bien, cette terre peut aller vers la joie. Donc, de l'incarner, cette connexion au quotidien, dans chacun de ses faits et gestes, dans ses pensées, dans ses prières, dans sa manière de tendre sa main vers les autres, dans sa manière de contribuer à ce monde, eh bien, c'est embrasser sa mission de vie et se mettre justement au service de cette terre heureuse. Trop top. Bah écoute, c'était un vrai plaisir de faire cet épisode avec toi. Je te remercie pour ton accueil dans ton dojo Matrix. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup Lily. Merci beaucoup pour ton accueil, ton écoute et cette opportunité d'échanger. Merci à toi.